Il y a un événement dans ma vie qui était très intéressant, très important, je trouve. Ça concerne quelque chose qui s'est passé il y a 4 ans. J'avais un meilleur ami que j'ai connu pendant un an qui était dépressif. Il avait tous les symptômes de quelqu'un étant dépressif, sauf que au tout début, quand on s'est connus, il rétorquait qu'il ne l'était pas. Un an après, c'est moi qui ai été dépressif, j'allais pas bien. Et en fait, je lui ai posé une question parce que j'avais été ignoré durant ma dépression et on m'avait laissé tomber alors qu'on se voyait quasiment tous les 3 jours, hein, tous les 4 jours. Et je lui ai demandé, mais pourquoi moi maintenant que j'ai besoin d'aide alors que moi je t'ai aidé à l'époque où tu étais en dépression, toi tu ne m'aides pas? Il m'a répondu la chose suivante, mais parce que je ne t'avais jamais rien demandé. Et dans tout ça, le fait est que c'est vrai, il ne m'avait rien demandé, c'était moi de ma propre initiative qui avait décidé de lui venir en aide. Bonjour à tous, je m'appelle Jérémy, je suis âgé de 28 ans, et si aujourd'hui j'ai décidé de témoigner pour cette chaîne, c'est pour parler de la dépression, de ce qu'est la dépression, de comment moi je l'aperçois, de comment elle peut être et comment elle est vécue. De manière générale, eh bien, il est très difficile de donner une manière générale à la dépression, puisque elle se présente sous plusieurs formes en fait, et je trouve que la dépression n'est pas quelque chose qu'on peut vraiment généraliser. Beaucoup parlent de tristesse. Il y a en effet de la tristesse dans la dépression, mais la dépression, c'est pas que ça, en fait. La dépression, c'est des problèmes qui peuvent mener à manger différemment, avoir une hygiène différente, avoir un comportement différent, à changer radicalement de personnalité, de passer de quelqu'un de très joyeux à très introverti, isolé. La dépression, c'est vraiment quelque chose qui peut atteindre tout le monde et n'importe qui, et surtout, c'est quelque chose dont beaucoup de gens souffrent et peu ne s'en rendent compte, ou ne se l'admettent pas. Pour eux, ils vont juste pas bien, ou ils passent une mauvaise passe. Sauf que quand on passe une mauvaise passe et qu'on décide de se suicider, même si ça n'a duré qu'un mois et qu'après on a quand même remonté la pente, on peut quand même parler d'avoir fait une dépression, même si ça n'a duré qu'un mois. La définition que je donnerais de la forme que j'ai rencontrée, que je rencontre actuellement.
Eh bien, la définition, c'est... Je vais pas donner d'image, je veux plutôt définir ce que j'ai. Je souffre d'un trouble dépressif majeur, avec trouble de l'anxiété généralisée, ainsi que des symptômes de l'apathie. Euh, Qu'est-ce que c'est exactement? La dépression, pour moi, de la manière dont je la vis, c'est... Alors, il y a un laisser-aller, il y a une... C'est un mélange, en fait. C'est ça le problème, c'est que la dépression, dans mon cas, elle est mélangée à ce que j'ai à côté, à l'anxiété et à l'apathie. Donc, il y a des symptômes de la dépression qui peuvent être mêlés à l'anxiété ou à l'apathie. Par exemple, le fait de n'avoir peu d'intérêt pour les choses, c'est fortement lié à l'empathie et pas moins à la dépression, parce que j'ai déjà été dépressif dans le passé, enfin j'ai fait un épisode dépressif dans le passé qui était différent et j'avais plus envie de faire les choses. Cet épisode que j'ai depuis 5 mois, dépression, celui-là, il est quand même assez fort, parce que déjà il me met quand même KO, c'est-à-dire qu'il va me fatiguer, je vais me sentir épuisé pour pas grand-chose. Même regarder la télé ou jouer à des jeux vidéo, ça va me donner, ça va demander un effort qui va me donner envie de dormir 1 heure et demie après ou 1 heure après. J'ai beaucoup de fatigue durant cet épisode dépressif. J'ai beaucoup de fatigue et je suis souvent dans mon lit. Je dors pas forcément, mais bon, je ferme les yeux, mais je m'endors pas forcément. Je prends juste du repos. J'ai besoin de ces pauses pour reprendre et repartir après. Ça arrive souvent dans la journée. Et ça, c'est quelque chose que je n'avais pas durant ma précédente dépression, qui n'était, qui n'est pas vraiment partie, qui a juste en fait empiré, je pense. Ma dépression, elle est aussi présente, par exemple, quand je suis en crise d'hyperanxiété et qu'il va se passer quelque chose qui va me mettre vraiment en mode challenge et qui va être vraiment stressant pour moi en fait. Et là, à ce moment-là, après après le challenge, je vais me sentir totalement fatigué, déprimé, ou je vais me sentir à côté de la plaque et je vais me sentir sous la fatigue après cet épisode d'anxiété. Alors après, qu'est-ce qu'il y a encore? Il y a aussi l'apathie, dont j'ai déjà parlé. L'apathie, c'est vraiment, j'ai envie de faire quelque chose, sauf que mon taux d'énergie et mon taux de, comment je pourrais dire, mon taux d'intérêt est bas. Et pourtant, je sens en moi que j'ai envie, mais une autre partie de moi me dit non. Me dit non, j'ai pas les ressources nécessaires, je n'ai pas aujourd'hui la capacité nécessaire, l'envie nécessaire à faire telle ou telle activité. Et ça peut être n'importe quoi, hein. Ça peut vraiment être, c'est pas simplement juste faire un marathon, hein. Ça peut être simplement aller se laver ou, comme je le disais, regarder un épisode de série TV, quoi que ce soit. Même regarder un épisode de série télévision peut être un challenge, dans un cas d'apathie. Donc c'est vraiment une dépression handicapante parce que elle peut me faire tenir des propos tels que si une agence d'emploi m'appelle et m'oblige à avoir un entretien, je vais tellement être dans l'anxiété et la peur que je vais décider peut-être de prendre une boîte entière d'anxiolytiques parce que j'aurai tellement peur que je me dirais bon, allez, je vais pas mourir, je vais prendre toute cette boîte d'anxiolytiques, sauf qu'il est fort probable que je meure en prenant toute cette boîte. Mais j'aurai tellement peur d'être anxieux parce que je ne veux pas retravailler que je vais faire ça. Je vais peut-être le faire. Selon moi, j'avais déjà des prédispositions, hein, parce que je me souviens que
Quand j'étais petit, j'avais tendance à faire un drame pour pas grand-chose. Chaque rentrée des classes était une catastrophe. J'avais des problèmes digestifs, j'étais pas bien, je me mettais dans les étoiles, des fois je me souviens une fois je m'étais traîné par terre dans le couloir de l'école parce que j'aimais vraiment pas les rentrées des classes, hein. C'était quelque chose de traumatisant. Après, j'ai pas eu une scolarité très bonne dans la mesure où j'étais quelqu'un à l'époque de très à l'époque hein, ça a bien changé. Et j'étais quelqu'un de très timide, très introverti, très bien je dirais que je me laissais faire. J'ai subi du harcèlement psychologique. Je tiens à dire que je n'ai pas subi du harcèlement physique, mais psychologique. Cela dit, le harcèlement, c'est comme le handicap. Ce n'est pas parce qu'il n'est pas physique qu'il n'est pas destructeur. Ce harcèlement, je l'ai vécu à l'école, je l'ai vécu euh, également durant une période de travail. Je l'ai vécu aussi durant des formations. Ça m'a radicalement changé. Après avoir vécu tout ça, j'ai changé un peu. J'ai quand même changé de personnalité, je me suis fortifié et maintenant la moindre chose, la moindre menace, je la mets de côté. C'est-à-dire si quelqu'un ose s'en prendre à moi ça, ou m'agresser, je vais pas forcément répondre. Je vais bloquer la personne, je vais bloquer contact, je vais bloquer tout moyen de parler avec cette personne. Je vais plus me prendre la tête. Parce que, hélas, la dépression a été quelque chose qui a développé en moi un côté violent, mais c'était pas le sujet de la vidéo pour l'instant, de cette question du moins. Et en fait, tout remonte à tout remonte vraiment à l'enfance, à des choses qui ont été vécues. C'est aussi au fait que j'ai perdu une personne qui était très chère à mes yeux, qui était ma grand-mère lorsque j'avais 16-17 ans, qui était comme une deuxième mère pour moi. Je suis né dans une famille où bah, mes parents ont divorcé quand j'ai été âgé de 7 ans. Et lorsque ma maman est partie de la maison, nos liens ont été différents. J'étais toujours dans les pattes de ma mère en fait. Donc j'ai dû être confronté un peu à la solitude et mon père avait sa manière de gérer le divorce qui faisait que bon, il pouvait pas être autant présent qu'avant. Il travaillait beaucoup pour nous, il a fait énormément de choses pour nous. Et lorsque j'ai perdu ma grand-mère, j'ai perdu la seule personne que j'avais l'impression, à l'époque, dont j'avais l'impression qui m'aimait le plus et qui prenait vraiment soin de moi et pour qui j'avais de l'importance. Et là, ça a été un déclencheur vraiment où les choses ont basculé de timidité à dépressif. Et je commençais à ne plus me soucier des conséquences de certains actes. Alors à l'école, ben, j'étais entré au lycée et je ne me souciais plus d'avoir la moyenne ou quoi que ce soit. Je travaillais plus, j'étais en classe, je faisais rien. Plus rien n'avait d'importance. Euh, plus rien n'avait d'importance. Donc les troubles, ils ont été suite à des traumatismes. Parce que je parle de ça, mais il y a d'autres tas de choses qui se sont passées. J'ai été rabaissé par des gens qui se sont, qui se sont proclamés être mes amis et finalement j'étais un souffre-douleur. Pour d'autres, j'ai eu affaire à une personne qui se faisait passer pour un ami alors qu'en fait c'était un pédophile. Ça fait quand même déjà beaucoup. Et c'est pas tout. J'ai pas tout raconté. Hein, j'ai pas raconté l'histoire d'une fille qui a dit des choses. Et puis ensuite, il m'a accusé de l'avoir aidé, qui a menacé de se suicider, et m'a accusé de l'avoir aidé en appelant les pompiers qui se sont rendus à son domicile. Donc c'est de là que provient la dépression. C'est à la fois un ras-le-bol, à la fois des traumatismes et à la fois euh, un plein, en fait, un tout. C'est une très bonne question. Euh, Quelque chose qui était très difficile pour à vivre à l'époque. Je pense que le plus difficile, en fait,
ça n'a pas été d'assumer d'être en dépression. En fait, ça a été d'assumer les conséquences que pouvait amener d'être dépressif. Surtout d'une dépression sévère. Parce que dans mon cas, c'est une dépression sévère au point où je ne peux pas travailler. Cela signifie que j'ai dû faire un dossier MDPH pour être connu en tant que personne handicapée. Actuellement, ça fait 5 mois que j'ai été hospitalisé pour la deuxième fois en clinique psychiatrique. Et c'est là, dans mon deuxième séjour, que j'ai réalisé que c'était un handicap. Quand je me suis rendu compte à quel point ça me rendait anxieux, c'était pas possible. Pour vous donner un exemple, pendant une semaine, j'ai pas pu dormir parce que je culpabilisais du fait de ne pas trouver d'emploi et de ne pas travailler, de vivre chez mes parents. Et ça m'empêchait de dormir. Je dormais 3 heures par nuit. Et c'était une obsession, c'était une obsession. 3 jours avant de me faire hospitaliser, j'étais incapable d'avaler le moindre aliment. J'arrivais plus. Et j'étais à bout. Et j'ai hurlé dans ma chambre, dans mon oreiller. À ce moment-là, mon père passait dans ma chambre. Il était un peu désespéré parce qu'on avait des problèmes familiaux et j'hurlais, j'hurlais, j'hurlais. Il m'a dit, il faut que tu te remettes, etc. Il savait pas vraiment comment gérer la chose. Il voulait pas vraiment appeler l'ambulance parce qu'il pensait pas que c'était aussi sérieux et je le comprends, hein. Faut pas comprendre à quel point ça peut être sérieux dans la tête de quelqu'un. Le lendemain, non, la nuit même, j'ai eu des pensées suicidaires, ou plutôt la pensée de prendre tout un comprimé pour enfin passer une nuit de au moins 8 heures de sommeil. Et à ce moment-là, je me suis dit, non. Je me suis dit, Jérémy, c'est pas toi qui penses ça. C'est ta maladie. Ça va pas. Il faut que tu appelles l'hôpital. J'ai pas appelé l'hôpital, j'ai plutôt appelé je crois que j'ai appelé le SAMU. Suite à ça, on m'a conseillé de me transmettre un médecin de nuit. Le médecin est venu, euh, j'ai averti mon père, il est au courant. Suite à ça, le médecin a appelé le SAMU. Le SAMU m'a amené à l'hôpital, donc à un hôpital normal. Suite à ça, j'ai demandé à être hospitalisé dans l'établissement où j'avais été hospitalisé en 2017. J'ai été très chanceux. Et parfois, il y a vraiment des miracles dans la vie. Parce qu'il s'avérait que justement, ce jour-là, une place avait été libérée à l'hôpital et ils avaient de la place pour moi. Et le jour même, je suis parti en clinique psychiatrique. Et durant ce séjour, eh bien, être en dehors de chez moi, ça m'a fait du bien et en même temps, ça m'a permis de prendre du recul sur ce qu'était la dépression vis-à-vis de moi, sur ce qu'elle provoquait chez moi et sur ses conséquences. Et là, j'ai réalisé qu'elle était bien plus importante que je ne le croyais. Et aujourd'hui, bien, je suis très fier d'avoir parcouru ce chemin. J'ai toujours les symptômes, hélas. C'est toujours pas parti au bout de 5 mois, hein. J'ai toujours cette envie de dormir dans mon lit dans la journée, cette fatigue pour peu d'efforts que je vais faire. J'ai toujours comment dire, j'ai réussi à faire quelque chose par contre, c'est de me débarrasser de la mélancolie. Parce que j'avais une forte tendance à être dans la mélancolie. Euh, Pas juste pour être dans les souvenirs d'avant, mais parce que j'ai toujours trouvé que la mélancolie était quelque chose de beau. Bizarrement, je trouvais que la tristesse mélancolique était magnifique. Et je tombais là-dedans, et je me suis, entre guillemets, forcé à arrêter ça. Parce que c'est pas bon. Ça n'aide pas. C'est beau, la mélancolie, mais ça n'aide personne. Ça peut être bien si on fait de l'art et qu'on veut faire une peinture ou une musique, par exemple. Mais en dehors de ça, il faut pas tomber dedans. Vraiment. Aujourd'hui, ce que je vis mal, c'est ce fait de dormir, quoi. C'est ce fait d'être dans la journée et d'avoir besoin d'être dans le lit, en fait. Parce que je dors pas forcément, je suis juste allongé. Je suis là,
Mais une musique relaxante, ça peut être ce qu'on appelle du lofi, hip-hop, ou alors du folk, de l'indie folk. Enfin, vraiment des musiques calmes, parfois même des musiques de rock calmes, des trucs calmes quoi. Parfois même des cristaux vibratoires en fait. Il y a beaucoup ça sur YouTube. Et je suis juste là à attendre que l'apathie passe. Parce qu'en fait ça c'est de l'apathie, hein, c'est de la dépression et de l'apathie. Et bien pour accompagner au mieux une personne qui en souffre, je pense qu'il faut déjà chercher à comprendre ce que la personne ressent vis-à-vis de sa maladie. Il faut lui laisser la parole, il faut s'intéresser à ce qu'elle ressent, il faut lui poser des questions sans lui couper la parole ou sans dire oui mais t'étais déjà comme ça avant ou alors oui mais ça peut être dû à ça. Non, non, il faut écouter jusqu'au bout ce qu'on a à vous dire. Il faut s'intéresser en fait. Il faut vraiment faire comme un psychologue ou un policier. Il faut juste poser les questions neutralement, sans émettre de jugement. Il faut laisser la personne s'exprimer librement. Et on se sent vraiment bien quand on nous laisse nous exprimer sans être interrompu, sans dire oui, mais ça, c'est peut-être dû à ça, c'est peut-être dû à... C'est comme ça, selon moi, que on peut accompagner une personne qui en souffrirait, déjà dans un premier temps. Et ensuite, c'est être en accord et acquiescer si, par exemple, moi j'ai pris une décision, j'y ai réfléchi longuement, j'en parle aux personnes qui m'aident, elles savent que je suis quelqu'un de réfléchi, et même si ça peut être controversé dans la société, par exemple considérer que la dépression est un handicap, eh bien, les personnes qui me connaissent vont me soutenir dans ma démarche. Ils vont me dire, oui, là tu n'es pas en état de travailler, il faut que tu remplisses ton dossier, et je vais même dire que c'est même... au début, c'est moi qui avais pris l'initiative de faire mon dossier MDPH, et par la suite, même si mon père c'est quelqu'un de très travailleur, etc., c'est lui qui m'a poussé, qui m'a dit, Jérémy, continue ton dossier, il va pas se faire tout seul, etc. Parce que bon, quand on est dépressif, on a tendance à remettre les choses à plus tard, et on se sent un peu fatigué, etc. Les personnes qui souffrent de ça savent ce que c'est. Et c'est vraiment comme ça que mes parents m'aident, et tout en me faisant comprendre qu'ils m'aident, qu'ils m'aiment, pardon. Ils m'aiment ils m'aident en m'aimant aussi. Il n'y a pas de pardon finalement, puisque en m'aimant, ils m'aident. Accompagner une personne, c'est l'aimer. C'est l'aimer sans émettre de jugement sur sa maladie, en lui disant qu'il en a les capacités de s'en sortir, qu'il peut le faire, et qu'il a confiance en vous. Ça, c'est très important. C'est très important, et moi, je suis vraiment, j'ai de la gratitude pour les parents que j'ai, pour les sœurs que j'ai, pour certains amis que j'ai, et je dis beaucoup, je remercie énormément à toutes ces personnes d'exister. Ce qu'on a besoin d'entendre, c'est ça, en fait. C'est vraiment qu'on nous aime, qu'on nous accompagne. Des fois, en fait, l'accompagnement, il se fait par le silence. Parce que des fois, nos proches, et c'est normal, ils ne savent pas quoi nous dire. Ils ne savent pas quoi nous dire, donc ils ne disent rien. Et c'est vrai que parfois, le silence, c'est mieux que dire des mots qui peuvent essayer de nous rassurer, mais qui peuvent blesser. Après, moi, je suis quelqu'un qui prend pas trop mal les choses. Donc, c'est assez facile pour moi de me rassurer. Je suis pas trop susceptible. Pas trop susceptible, c'est-à-dire que je sais les bonnes intentions des gens, mais bon, je suis pas trop susceptible entre guillemets, hein, c'est-à-dire que je peux me mettre en colère, et ça c'est l'hyperanxiété, enfin l'anxiété qui joue son rôle avec la dépression, hein. L'anxiété a beaucoup de rôle dans ma dépression aussi. Donc des fois je peux m'énerver pour rien, hein. Ça peut être par exemple, je fais un mandala, il me manque un feutre, je vais je vais être en colère parce qu'il n'y a pas le ton qu'il me faut pour faire ce mandala.
Ce mandala doit être fait avec cette couleur, oui, mais cette couleur avec tel ton de couleur. Et si j'ai pas le ton de cette couleur, c'est une catastrophe. Je pense effectivement que des personnes peuvent guérir de la dépression, vraiment. Mais je pense que il y a certaines personnes qui doivent vivre avec. Dans mon cas, j'ai toujours été un peu triste depuis l'adolescence. Donc ça fait au moins 10, 12 ans, 13 ans. Je sais pas combien de temps. Ma vie a été remplie d'événements assez difficiles à vivre. Donc j'ai eu affaire à la tristesse très tôt en fait. Dès que j'étais enfant, quand il y a eu le divorce de mes parents. Et je pense que ma dépression à moi est quelque chose que je dois vivre avec. Parce qu'elle est due à un tas de traumatismes, un tas de choses qui s'est passé. Et la dépression elle s'est installée progressivement, sans que je la voie forcément. Mais plus le temps a passé, plus j'ai eu conscience qu'elle était là. Elle est là elle fait partie de moi en fait. Elle est moi. Elle est pas moi dans mon entièreté, attention. Elle ne représente pas la plus grande partie de ce que je suis. Mais elle est moi. C'est-à-dire que moi, je vais tendre la main en avant avec un sourire pour dire je veux vivre, je veux rigoler. Et derrière moi, il y a moi. Mais il y a moi dans une ombre entière qui me tient l'épaule et qui me dit tu souffres, tu as mal à cause des choses qui se sont passées. Voilà. Donc même si tu es capable de rire, de rigoler, de faire preuve de, comment je pourrais dire ça, que tu peux sourire, que tu peux t'amuser, que tu peux paraître bien, n'oublie pas que derrière, tu as un lourd bagage. N'oublie pas qu'il faut que tu sois indulgent avec toi-même et que tu prennes soin de toi. En fait, la dépression peut être méchante dans la mesure où elle peut vous faire avoir des pensées négatives, mais elle peut être aussi gentille dans la mesure où elle peut vous dire attention, tu souffres de ça, ne mets pas la barre trop haut, mets-toi une barre, fixe-la bien, mais ne la mets pas trop haute, parce qu'il ne faut pas que tu tombes. La dépression, elle peut être un allié, en fait, parce que la dépression, elle peut vous faire comprendre ce que vous pouvez faire et ce que vous ne pouvez pas faire, ce que vous devez faire et ne devez pas faire. Et en fait, selon moi, la manière de reconnaître cela, c'est de se connecter à son corps. Moi, c'est cette technique que j'emploie, c'est-à-dire que par exemple, quand j'ai une pensée négative dans la tête, je vais chercher dans mon corps si ça parle, dans tout mon corps. Souvent, on dit que le ventre, c'est le deuxième cerveau, ou l'estomac. Eh bien, moi, je cherche dans l'estomac, et je cherche dans tout mon corps, mes jambes, mes pieds, tout ça, et j'essaie de voir si ce que je ressens est en phase avec ce que mon cerveau dit. Si mon corps est en phase avec ce que mon cerveau dit, je sais que c'est vrai. Et que c'est pas la dépression qui contrôle mes pensées et qui ment. Par exemple, le fait de ne pas pouvoir travailler, eh bien là, je peux vous dire à 100% en regardant cette caméra que ce n'est pas la dépression qui parle, c'est moi. C'est moi avec mon état dépressif. C'est ça la nuance. Il faut pas que la dépression parle pour vous. Il faut que vous parliez avec votre état de dépression, votre état dépressif. C'est ça le truc. C'est il faut distinguer la dépression de vous avec votre état dépressif. Et pour cela, il faut se reconnecter à son corps, à soi. Il faut ressentir dans son corps les pensées que vous avez, en fait. Parce que si vous faites pas ça, eh ben, vous pouvez être pris au piège, en fait. Vous pouvez être pris au piège, c'est-à-dire que vous pouvez faire des choses ou ne pas faire des choses que la dépression vous aura dictées, et finalement, c'était pas les choses à faire. C'est pareil, ça peut être dans le sens inverse. La dépression pourrait me dire, il faut que tu travailles. Et en fait, non, faut pas que je travaille. Et ça serait retomber dans le cercle vicieux, d'ailleurs, qui m'amenait à me faire hospitaliser. Donc c'est comme ça que je définirais la dépression et
entre guillemets, vivre avec, plutôt que de dire, j'aime pas trop le terme me battre contre, avec, mais plutôt lutter et vivre avec. Lutter en vivant avec. Ouais. Oh oui, il y a, il y a des clichés énormes sur la dépression et moi je suis dans une ville, une petite ville, donc c'est encore plus flagrant. Je pense que dans les villes métropolitaines, c'est peut-être un peu moins flagrant, mais quand vous vivez dans une ville, une toute petite ville, vous voyez vraiment les préjugés, hein. Vous voyez vraiment les gens dans le bus qui vont voir une personne, par exemple, que vous connaissez, que vous croisez dans le bus, vous allez entendre des murmures derrière. Oui, cette personne-là, j'ai entendu dire que elle fait rien de ses journées, travaille pas, profite des aides de l'État. Non, non, hein. Je peux vous dire un truc. Là, si je pouvais travailler, si je pouvais faire mon emploi qu'on m'a proposé quand je suis sorti d'hôpital d'employé administratif et d'accueil, je l'aurais fait avec plaisir. Parce que quand je travaillais, c'était avec plaisir. Ça, pareil. Lorsque j'étais capable de travailler, je ne pouvais pas exercer de profession. Je pouvais pas faire de l'intérim ou travailler à McDo. Et c'était très mal perçu. C'était très mal perçu de pas pouvoir travailler dans un fast-food. En fait, ça signifiait que j'étais feignant et trop exigeant. Mais non, c'est juste que c'était trop stressant pour moi de le faire. J'ai essayé, hein. J'ai essayé de travailler dans un fast-food. J'étais tellement stressé, je me mettais tellement une telle pression, ça me correspondait tellement pas que j'arrivais pas à dormir la nuit. Je me disais, mais est-ce que je vais assurer le lendemain, etc. Bah, ça a fini en mini burn-out et au bout de 15 jours, j'ai dû démissionner. Si vous saviez le nombre d'arrêts maladie de travail ou de stage qui m'ont pas correspondu. Le tout premier stage que j'ai fait, c'était en tant qu'employé administratif et d'accueil, donc agent d'accueil, et je savais que c'était fait pour moi. Mais après, on m'a fait faire d'autres stages et voilà, et ça s'est mal passé. Et il y a des gens qui croyaient que j'étais juste feignant, que je voulais pas travailler. Mais non, c'est juste que je ne peux pas. La pression, c'est quelque chose que je supporte très mal, que je ne peux pas gérer. Et quand j'étais employé administratif et d'accueil, bizarrement, la pression, mais je la ressentais pas comme ça. Mais là, je peux vraiment pas travailler, même dans le métier que je voudrais. Et là-dessus, il y a beaucoup d'idées reçues, de clichés persistants. C'est-à-dire qu'on va se dire, le regard social qu'on va porter sur moi, ça va être de dire, mais c'est dans ta tête. Mais c'est forcément dans ta tête. C'est forcément toi. C'est toi qui te mets ça dans la tête, c'est pas vrai. Et les gens sont persuadés hein, de ce qu'ils pensent. Hein. Ou alors quand on va dire que je suis feignant ou le penser, on ne le dira jamais en face. Ce sera derrière. Et je sais très bien qui le dit. Je sais très bien qui le pense. Mais je ne dis rien. Je suis un idiot. Je suis un imbécile. Voilà. C'est ce que je fais. Je suis un imbécile, un idiot qui ignore tout de ce qu'on dit de lui. Sauf que je sais très bien qui parle et qui ne parle pas. Et ces clichés persistants ne me font actuellement plus mal. Ça ne signifie rien pour moi, puisque je ne vis pas pour les autres. Je vis pour moi-même. Je vis pour ma propre personne, pour mes propres besoins, mais aussi pour ma famille. Après, quand je dis que je vis pour ma famille, ça ne signifie pas que je vais vivre selon leurs attentes. Ça signifie que je reste en vie aussi pour eux. Parce que je peux pas imaginer la douleur qu'ils ressentiraient si je partirais. Et moi-même, je n'ai pas envie de partir. J'adore la vie, même si elle est compliquée, elle a été remplie d'épreuves, j'adore la vie. Mais malgré le regard social que je porte, etc., rien ne m'empêchera de vivre. Bien sûr, bien sûr. Et c'est important aujourd'hui plus que jamais. Plus que jamais. C'était déjà important dans le passé parce que j'estime que c'est pas quelque chose dont on a beaucoup parlé. Mais c'est encore plus important maintenant dans une société où, hélas,
il faut quand même que nous en parlions, hein. Nous vivons dans une société où on doit faire face à une maladie virulente. Vous savez très bien de laquelle je parle, et cette maladie nous isole pas mal. Alors déjà, quand on est dépressif, nous sommes des personnes qui nous sentons isolés en général. Moi, je me sens très seul. Euh, pour moi, en fait, pendant longtemps, j'ai pensé, je le pense toujours un peu, c'est impossible qu'une fille tombe amoureuse de moi. D'un homme qui puisse pas travailler, c'est impossible. Et pourtant, même si je peux pas travailler, je donnerais tout mon cœur pour une fille qui soit sincère, qui soit honnête et qui soit gentille. Je donnerais tout mon cœur. Eh bien, pendant longtemps, je le pense toujours un peu, j'ai toujours pensé que c'était pas possible pour moi d'avoir une femme par rapport à ce que je suis, par rapport à ma dépression. Et je pense que c'est pour ça que c'est important d'en parler aussi. Enfin, c'est pas que pour ça, mais parce que nous, les dépressifs, nous avons des idées que nous nous faisons de notre maladie et des répercussions qu'elle a, comme ce que je viens d'expliquer, par rapport au fait d'avoir une femme et de fonder une famille un jour. C'est un rêve pour moi. J'ai toujours voulu une vie de famille et j'ai toujours voulu une relation sérieuse. J'ai jamais été quelqu'un qui voulait profiter des femmes, et la dépression me dit, ben ouais, mais t'auras jamais ce que tu veux parce que tu peux pas travailler et tu peux pas subvenir aux soins d'une femme. Tu peux pas, tu peux pas l'aider. Et c'est très important d'en parler parce que beaucoup de personnes actuellement en souffrent. Beaucoup de personnes ne peuvent pas témoigner, ne peuvent pas faire ce que je fais. Beaucoup de personnes ont très peur, et je le comprends, de se prendre des remarques négatives. Et c'est vrai qu'il y a des gens très mal intentionnés parce qu'en fait, au fond, il y a un peu de jalousie. Il y a un peu de jalousie par rapport à de l'incompréhension. Ces personnes qui sont jalouses de notre état dépressif qui fait qu'on reste chez nous et qu'on ne peut pas travailler, elles ne se rendent pas compte d'une chose. La première, c'est qu'on n'a pas forcément envie de rester chez soi sans travailler. La deuxième, c'est que certaines personnes dépressives peuvent travailler. La troisième, c'est que rester chez soi à ne pas travailler, c'est pas la vie en rose. C'est pas la vie en rose. Hein, d'accord? Comme j'en ai parlé précédemment, je passe pas mon temps sur mes occupations. Parce que je suis tellement dans mes états d'âme que je ne peux pas toujours être à 100% dans ce que je fais. Et ça, c'est très important d'en parler. Parce qu'on croit qu'on est chez soi à jouer à la PlayStation toute la journée. Mais loin de là. Alors là, loin de là. Hein, loin de là. C'est un combat, la dépression. C'est un combat au quotidien de vivre. Hein. Alors, même si on n'a pas forcément envie de se suicider, ce qui est mon cas, j'ai une dépression sévère, mais je n'ai pas envie de me suicider. Cela dit, je pourrais avoir des idées si on me mettait la pression. Si on mettait une pression de société, justement, et c'est là cette question est très importante. Le regard social, eh ben, il va falloir qu'il change, parce que les personnes qui ont une pression de part des agences de travail d'absolument travailler, ben, elles peuvent se retrouver dans un état d'anxiété très forte, que même si en temps général elles ne pensent pas à se suicider, si on les force, elles peuvent avoir l'idée et peut-être passer à l'acte. Et ça, c'est horrible, ça, c'est malheureux, et ça, il va falloir absolument que ça change. Parce que dans d'autres pays, il y a d'autres pays où on est plus ouvert à cela, à ce sujet, et on considère que c'est bien plus sérieux. On ne prend pas la dépression à la légère. Mais en France, c'est encore tabou, et ça, c'est quelque chose qu'il va falloir. Ça ne peut pas continuer comme ça. Déjà pour nous, les personnes qui souffrent de dépression, mais aussi parce qu'il y a des gens qui souffrent secrètement de dépression et ne se rendent même pas compte. Il y a des gens qui ne se rendent même pas compte qu'ils sont en dépression. Ils pensent qu'ils ont une mauvaise passe. Ben non, ils sont en dépression, mais ils ne s'en rendent pas compte. Ils sont sur le point de faire un burn-out et ils s'en rendent pas compte. Jusqu'au jour où parfois, ben, ils ont tellement accumulé qu'ils sont cassés, ils sont par terre. Et ben là, parfois, ils se retrouvent dans un hôpital psychiatrique.
comprennent pas comment ils en sont arrivés là, on leur diagnostique une dépression. Et ça arrivait à beaucoup de gens que j'ai connus. Une question très intéressante. Alors, ce que ça peut nous enseigner, c'est que les apparences sont très trompeuses. À l'heure où je fais cette vidéo, je peux paraître assez enjoué en faisant cette vidéo, en l'enregistrant. Et pourtant, je peux vous assurer que cette journée a été difficile. Là, actuellement, je suis pas apathique, hein, mais j'ai passé des heures à être apathique. J'ai pas réussi à faire des activités et j'ai changé d'humeur plus d'une fois cette journée. Je suis ravi de faire cette vidéo, c'est pour ça que je suis assez enjoué, c'est parce que c'est très important. J'ai un rôle à jouer, je dois absolument témoigner, même si c'est subjectif. Peut-être que mon point de vue subjectif est partagé par d'autres personnes, et peut-être que ces personnes qui ne peuvent parler, voudraient dire ce que je dis. Alors, eh bien, je vais faire ce que ces personnes ont besoin, je dois parler pour eux. Je peux pas rester à ne rien faire. Et ça, c'est très important, d'enseigner aux humains que les apparences sont trompeuses. Je suis bien là, comme ça. Pourtant, là-dedans, je suis pas bien. Et je suis très ému quand je dis ça. Je suis très ému parce que je me rends compte, je me livre à vous-même. Je vous dis la vérité. Parce que j'ai peur de personne. Je n'ai peur d'aucune réflexion, aucune menace, aucun reproche. Je m'en fiche totalement. Et parce qu'il faut que j'aide les gens. Et humainement, ça nous enseigne aussi que même si on va pas bien, même si on se sent faible et fatigué, ça ne signifie pas qu'on n'a pas envie d'aider, qu'on n'est pas capable d'aider, qu'on n'est pas courageux. On peut être dépressif et être fort. Et parfois, c'est même la dépression qui vous donne la force. Parce que la dépression vous pousse dans des retranchements et elle vous pousse dans des sentiers, dans des choses que vous n'auriez jamais imaginées. Jamais. Vous n'auriez jamais imaginé être capable de surmonter des choses que vous avez surmontées. Et même si je dois vivre avec et qu'elle n'est pas toujours facile, quelque part, moi, je lui dis merci un peu à la dépression parce qu'elle m'a appris beaucoup de choses et elle m'a dit, lorsqu'elle me torturait pas dans des pensées obsessionnelles et compulsives, elle m'a fait réaliser que j'avais souffert énormément dans ma vie, de tas de choses. Et je lui dis merci de m'être permis de me réveiller et de là, aujourd'hui, d'être devant cette caméra à vous parler, à vous dire que les handicaps physiques, c'est très important. Mais les handicaps mentaux le sont également. Et la dépression est très importante. C'est un handicap très important. Et je peux vous dire que c'est un handicap qui peut mener des personnes à arrêter de vivre. Je pense à une amie, personnellement, que j'embrasse de là où elle est, et qui vivait ça. Pour qui c'était plus vivable. Et c'est aussi pour elle que je me bats. Pour moi, pour elle, pour tous ceux qui souffrent et qui ne peuvent parler. Et mon objectif, c'est... Il y a un film que j'adore qui s'appelle Un monde meilleur. Beaucoup de gens doivent connaître un peu ce film. Si vous ne le connaissez pas, je vous conseille de le regarder. C'est un beau message. Je vais résumer, mais en gros, c'est un enfant qui a un projet à l'école. Et le projet est repris par son professeur. Le but étant d'aider 3 personnes. De faire une bonne action pour 3 personnes. Eh bien, je vois les choses un peu comme ça dans ce que je fais dans cette vidéo. Si le témoignage que je fais va pousser, par exemple, 3 personnes à témoigner de la dépression, eh bien, ça sera génial. Et chaque personne
Ces 3 personnes-là, individuellement, il faudrait qu'également, si elles ont envie de témoigner, elles puissent atteindre 3 personnes, elles-mêmes individuellement. Alors moi, si je témoigne par exemple, ça multiplie par 4 le nombre de personnes qui va témoigner. Et ces 3 autres personnes qui vont témoigner, ces 3 personnes-là vont engendrer 3 personnes chacune. Donc ça fera 9 personnes en plus qui vont témoigner. Vous voyez le concept? Et ça serait génial. Ça serait vraiment un monde meilleur. Après, bon, ça prend du temps, hein. Déjà, ce qui serait bien en France, c'est vraiment de faire comprendre que mondialement, mais en France, je parle parce que je suis français et parce que je constate les choses en France, que la dépression est vraiment un problème, qu'on ait des tas de gens à en souffrir. Si on est l'un des pays qui consomme le plus d'anxiolytiques, c'est pas pour rien, hein. Peut-être qu'on vous le dit pas, mais peut-être que vous êtes dépressif et vous ne le savez pas. Vous n'êtes peut-être pas une personne dépressive, enfin d'une dépression majeure, c'est peut-être une dépression légère ou modérée. Mais si on est un des pays qui consomme le plus d'anxiolytiques et de médicaments contre la dépression, moi je vous dirais que ce n'est pas pour rien. À toute personne qui souffre de dépression, je vous dis de maintenir le combat. Je vous souhaite sincèrement de trouver les armes pour combattre. Et les armes, c'est déjà vous lever le matin. Et pour ça, je vous dis merci. Merci de vous lever le matin. C'est de manger. Et pour ça, je vous remercie de manger. C'est pour faire des activités, même si c'est simplement regarder la télévision. Et pour ça, je vous remercie de regarder la télévision. C'est peut-être de faire à manger. C'est peut-être de faire le ménage. Et pour ça, je vous remercie de faire à manger, de faire le ménage. C'est peut-être de faire une marche quotidienne. Et pour ça, je vous remercie de faire une marche quotidienne. Et je vous demande de le faire. Je vous demande sincèrement de continuer à faire ces choses-là. Ne doutez pas de vous. Vous méritez de vivre. Vous n'êtes pas rien. Et si vous avez besoin d'aide, faites-vous aider, je vous en supplie. Mais vraiment, je vous en supplie. Faites-vous aider. Ne restez pas dans votre coin. J'espère vraiment, vraiment que vous avez cette envie de vivre en vous. Même si vous êtes au fond du trou, que vous avez cette chose en vous qui vous dit « mais je peux pas m'en donner la vie ». Même si vous avez une pensée qui va vous dire « et si je prenais, si je faisais telle ou telle chose ». J'espère, je souhaite sincèrement qu'à l'instant même où vous regardez cette vidéo, ça peut vous faire changer d'avis et vous vous dites « oui, j'ai une lumière en moi et elle est vivante et tant qu'elle sera là, jamais je ne vais pouvoir me prendre la vie ». Je vous souhaite vraiment de tout mon cœur de vous en sortir. Vous pouvez guérir et vous pouvez vivre avec. Je crois en vous. Et je suis sûr qu'un tas de personnes qui souffrent de dépression vous diront la même chose. On croit en vous. On est une communauté et on va continuer. Moi, je vais continuer à parler de la dépression et on va continuer à faire les choses pour vous qui ne pouvez pas, qui n'êtes pas en mesure de les faire. On va parler pour vous. On va agir pour vous. Je peux pas abandonner et d'autres personnes ne peuvent abandonner. On veut. Moi, je veux pas forcément que vous témoigniez. J'espère juste seulement que vous arriviez à rester en vie, en fait. C'est vraiment tout ce que j'espère dans ce témoignage. Je vous remercie énormément. Et si vous souhaitez voir plus de vidéos sur mon regard à propos de la dépression, eh bien n'hésitez pas à visiter ma chaîne YouTube. Merci beaucoup. Bon courage. Vraiment, que vous soyez croyant ou pas, moi je n'ai pas de religion. Je porte une croix, mais je n'ai pas de religion. Que vous soyez croyant ou pas, je souhaite le meilleur pour vous. Que les choses se passent pour le mieux. Allez, battez-vous bien. Ciao.